Bienvenue à cette première session où on va parler d'éthique, équité dans les thérapies d'ARN, équilibrer l'innovation et la responsabilité. Merci pour l'introduction. Ça me saute quelques paragraphes. Oui, je suis également directrice associée directrice scientifique associée à D2R et ça a été un plaisir de travailler avec Thomas et beaucoup d'autres dans l'élaboration de ce gros projet Apogée. Donc, sur D2R, en ce moment, je siège sur plusieurs comités de gouvernance, notamment celui de la recherche, celui de la formation, l'engagement avec les communautés, toujours avec un angle sur l'équité qui est là où mes recherches se situent. Donc, l'équité dans l'accès des services de santé et des politiques. Et donc, la thématique d'aujourd'hui, de cette session, me tient particulièrement à cœur. Et puis, je pense que ça représente bien aussi l'ambition de D2R de conjuguer ces questions qui sont à la fois très techniques, peut-être, mais aussi des questions de société. Donc, ce grand défi auquel on fait face, qui est d'amener l'innovation en santé à toutes les populations, toutes celles et ceux qui en ont le plus besoin. Et aussi toujours en réfléchissant à quelle population devrait être touchée en premier et en respectant évidemment notre capacité de payer en tant que société, en tant qu'individu. Donc, c'est pourquoi l'un des 6 piliers, donc on a 6 piliers principaux à D2R, est entièrement dédié aux dimensions d'équité, des dimensions éthiques, sociales et culturelles de la recherche. Et vous allez en entendre un peu parler aujourd'hui. Et le projet, l'Apogée, déjà, on a 2 projets qui ont été financés dans ces dimensions-là. Et c'est l'axe, donc, dans le fond, regroupe des projets innovants qui mettent l'accent sur la recherche responsable, la gouvernance des données, ainsi que la mobilisation des communautés, surtout celles qui requièrent plus d'équité, equity deserving. Donc, dans les projets à noter, on a celui de Yann Joly qui est présent ici et de ses collègues Sylvia Vidal, Thomas Duchesne et Charles Duprat. Donc, vous voyez déjà l'interdisciplinarité dans D2R, la capacité, l'ambition d'aller chercher des projets, de faire travailler ensemble des groupes, des communautés qui travaillaient potentiellement pas nécessairement ensemble. C'est une grande ambition et c'est une qui est en train de se réaliser d'emblée dès la première année. Et donc, ce premier projet mène une première recherche inclusive sur les enjeux éthiques, juridiques et sociaux liés aux thérapies ARN. On a également le projet de Man Zawadi avec Mathieu Blanchette, Yue Li et Doreen Wang-Rieger, qui porte sur l'intelligence artificielle responsable pour l'identification des biomarqueurs génomiques. Et ça, c'est que la première mouture de la première année de financement. Donc, stay tuned, on va en avoir restez sur le bord de votre siège, on va en avoir d'autres qui s'en viennent. On essaie de traduire en temps réel. Et bien sûr, tout ça, ça s'appuie, c'est soutenu par un plan d'action EDI qui est structuré en 3 axes, qui est piloté avec brio par notre dynamique conseillère principale en équité, diversité et inclusion, Marie-Lou Daudier. Et le plan de D2R vise à soutenir la progression des personnes issues des groupes méritant l'équité dans la recherche, à mieux comprendre, donc ça c'est au niveau des laboratoires, de la formation. J'ai été intéressée, d'ailleurs je suis moi-même associée à la formation à D2R. Donc j'ai pris note de toutes les disponibilités de recherche, de formation dont on a entendu parler ce matin, cet après-midi déjà. Ensuite, on a également les soutien la progression des personnes issues de groupes méritant l'équité, mieux comprendre les enjeux EDI dans la recherche, encore une fois aussi dans les labos, mais également au niveau fondamental, la recherche fondamentale, et s'assurer que ces principes soient bien appliqués concrètement dans les projets financiers. Merci. Donc, en somme toute, D2R ne fait pas qu'innover scientifiquement. Le projet Apogée cherche à faire mieux, à le faire de façon plus équitable et à le faire de façon plus éthique. Donc, pour nourrir cette réflexion, on a des collègues ici qui vont nous partir un beau panel, 3 invités de marque, Laurence Barret, Chantal Bouffard et Yann Joly. Je vais vous inviter à vous joindre à nous. Ici, on a des sièges pour vous en avant. Alors que mes collègues se dirigent vers le devant du podium, je vais donc vous donner un peu un avant-goût de la présentation. Asseyez-vous. Il n'y a pas de... Je vous nommerai par nom. Vous pouvez... Allez-y sur qu'est-ce qui est plus confortable pour chacun.
Donc, la séance se déroulera en 3 temps. On va d'abord avoir une présentation de 5 à 7 minutes de chacune de nos invités, chacune de nos invités. Et ensuite, on va avoir une discussion entre panélistes qui va être suivie je leur ai préparé des questions. Et ce sera suivi d'une période de questions ouvertes à l'auditoire. Donc, notez vos questions d'avance pour cette période. Et donc, sans plus tarder, j'ai le grand plaisir de vous présenter nos invités. Je vais commencer en ordre alphabétique et se sont organisés en ordre alphabétique, mais les présentations vont se donner dans l'ordre contraire. Donc, Laurence Barret est directrice associée du programme d'études supérieures en conseil génétique à l'Université McGill. Elle est aussi conseillère en génétique au Centre universitaire de santé McGill, où elle travaille dans plusieurs domaines, dont la génétique adulte et les tests prédictifs pour la maladie de Huntington. Elle détient une maîtrise en conseil génétique de l'Université de Toronto et une autre en bioéthique de l'Université de Montréal. En plus d'être professeure adjointe au département de génétique humaine, elle encadre et accompagne activement les étudiants de maîtrise. Donc, on a certains qui viennent de mon département, là, je pense que ça sent bien. Elle est également très engagée dans sa communauté professionnelle, notamment au sein de l'Association canadienne des conseillers en génétique, où elle a présidé le comité scientifique de la conférence annuelle et siégé au Conseil canadien du conseil génétique. Bienvenue, Laurent. Merci. Chantal Bouffard est professeure titulaire au département de pédiatrie de la Faculté de médecine et de l'Université Sherbrooke. Elle détient un doctorat en anthropologie médicale de l'Université Laval et a poursuivi des recherches postdoctorales au Québec et en France portant sur l'éthique en génétique médicale et la reprogénétique. Ses travaux à la croisée de l'ethnographie, de l'anthropologie et de la pratique clinique s'intéressent notamment aux expériences vécues par les femmes enceintes, les parents d'enfants atteints de maladies génétiques et les médecins de famille. Son expertise a un impact concret tant en clinique que sur les politiques de santé. Elle a notamment contribué à l'élaboration du premier plan d'action ministériel en génétique humaine au Québec et agit comme experte auprès d'instances françaises telles que l'Agence de biomédecine et le Comité consultatif national d'éthique. Yann Joly est directeur du Centre de génomique et de politique de l'Université de McGill, où il est également professeur James McGill au département de génétique humaine. Il est également membre associé du département d'équité, éthique et de politique et de la faculté de droit. Reconnu avocat émérite par le Barreau du Québec et fellow de l'Académie canadienne de sciences de la santé, il travaille à l'intersection du droit de la santé, des technologies émergentes et de la bioéthique. En 2018, il a fondé le premier observatoire international sur la discrimination génétique. Il est l'auteur de plus de 250 publications scientifiques dans des revues de pointe et agit comme conseiller juridique en éthique de la recherche. Il dirige actuellement des projets sur les dimensions éthiques, pas ethniques. Je travaille aussi sur les questions ethniques à base d'ARN dans le cadre du programme des 2R. Je savais que j'allais faire le lapsus, mais c'est venu juste à la fin. Donc, maintenant, sans plus tarder, je vais inviter mes collègues à présenter, en commençant par Yann. Et je crois que tu peux juste... tu veux venir ici, certainement. Oui, vas-y. Bon. Donc, normalement, ça devrait juste fonctionner en cliquant. Ouais, Voilà. alors, j'ai quelques diapos. D'abord, montrer ma fantastique équipe et prendre une minute pour remercier aussi les organisateurs de cette journée. C'est vraiment bien de pouvoir se retrouver entre collègues, amis, pour parler justement de ce gros et beau défi qui est la recherche à l'ARN au Québec. Donc, moi, ce que je vais parler un peu, c'est de l'importance de l'équité, diversité, inclusion pour renforcer un projet et essayer d'avoir une vision continue. Souvent, on voit ça de la part des chercheurs qui sont moins familiers, un peu comme une obligation. C'est comme presque un poste de péage, des fois, la perspective du chercheur sur ces choses-là. Sur l'éthique aussi, c'est de se dire, bon, ben, il en faut, on va le faire. Moi, ce que je vous propose, c'est, au contraire, c'est voir ça comme une opportunité, mais une opportunité tout au long de votre projet, de rendre votre projet plus fort. Et je vais utiliser mon projet comme exemple aussi pour montrer ça un peu. Donc là, c'est simplement, j'ai divisé le projet de recherche en 4 étapes pour simplement montrer que à chaque étape, il y a des choses à penser, il y a des choses à réfléchir, il y a des choses à faire au niveau de l'équité, diversité, inclusion. Donc, dès qu'on a une idée originale, on a tout de suite une réflexion à se demander, ben, est-ce que ce que je propose vaut la peine, point de vue santé, point de vue communauté, qui va en bénéficier? Et déjà là, quand on se pose ces questions-là, on commence à avoir une idée de, ben, qui est-ce qui doit participer? Qui est-ce qu'on ne peut pas laisser de côté? Qui est-ce qu'on ne peut pas oublier dans le projet? Et là, on passe au niveau des données.
une fois qu'on a établi notre feuille de route, de quels sont les gens importants, de qui on ne doit pas oublier en portant une attention spéciale si on connaît qu'il y a des difficultés dans certains lieux. Et là, donc, sélection des participants, soyons aussi inclusifs que possible, engagement précoce, collecte des données. Et même une fois que les données sont collectées, il ne faut pas arrêter là. Des fois, il y a des bases de données qui ont des très bonnes données sur toute une diversité de populations, mais malheureusement, on va se limiter dans les analyses qu'on fait avec les données à certains groupes de population où les gens sont plus nombreux. Bon, on sait les descendants européens. En général, les individus de descendance européenne sont plus représentés dans les bases de données. Donc, même quand des fois on a d'autres groupes ethniques, on a tendance à les négliger. Et ensuite, entreposage et accès aux données. Est-ce qu'on va permettre à tout le monde d'accéder aux données? Et si on veut aussi, est-ce qu'on va permettre aux pays en développement, aux économies en développement, de pouvoir se servir des données aussi rapidement que nous, on va pouvoir s'en servir? Donc, il y a une question aussi d'aider à développer les capacités là-dedans et de penser à un partage des bénéfices pour qu'ils ne soient pas désavantagés dans cette course aux données. Et aussi au niveau de la façon dont on va communiquer tout ça, il faut penser aussi quels sont les gens qui ont participé, quels sont les gens qu'on veut informer. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des préjugés, des présupposés par rapport à la science? Tout ça doit être pensé. Finalement, la grosse question d'accès à l'innovation, si on parle de COVID et de l'accès au vaccin, bon, ça a été quelque chose pour lequel on a eu beaucoup de misère pour toutes sortes de raisons. Et je ne suis pas sûr qu'on a entamé encore toute la réflexion qu'on devrait par rapport à cette expérience-là. Euh, donc, par là, moi, qu'est-ce que je propose dans mon projet? L'idée est simple. Il n'y a pas encore eu aucune recherche, c'est assez surprenant, sur les enjeux éthiques, sociaux et juridiques soulevés par la science ARN. Et ça, je le maintiens. Si on fait une revue de littérature, vous allez trouver plein d'articles sur les enjeux éthiques, sociaux, juridiques de la génétique. Vous allez trouver quelques articles où on va inclure un paragraphe au passage sur l'ARN. Somme toute, c'est assez superficiel comme recherche. Donc, l'idée, c'est vraiment de commencer par le commencement puis de se dire, ben, c'est quoi les enjeux soulevés par la science ARN et par la recherche et le développement dans ce domaine-là. Et là, on prévoit de faire une étude Delphi avec des experts qui vont pouvoir nous donner un son de cloche là-dessus. Et en plus, des entrevues avec des populations plus vulnérables, par exemple des minorités ethniques, des minorités de genre, etc., pour aussi avoir l'opinion des personnes qu'on tente à négliger traditionnellement au niveau de la recherche. Évidemment, on a la chance avec des tours d'avoir ce support institutionnel parce que, bon, il y a les fonds qui sont venus avec ça, McGill et CEFREF se sont mis d'accord sur l'importance finalement des questions d'équité, diversité, inclusion et de l'éthique. Et donc, ça permet toutes sortes de supports aux chercheurs qui veulent s'en prémunir. Bon, on a un comité qui finalement veille à développer toutes ces choses-là. Entre autres, le plan d'équité, diversité, inclusion. Marie-Lou a joué un rôle très important dans le développement de ce plan-là. Et elle est là pour soutenir les projets, pour aider les gens qui ont besoin de conseils à ce niveau-là pour leurs projets. Les activités de sensibilisation, on en a fait plusieurs déjà. On a commencé à faire des activités avec des membres de diverses communautés et puis des sondages sur le climat, entre autres, et d'autres activités comme ça, programmes de formation et des communautés de pratique aussi qu'on commence à développer. Ma dernière slide, ben voilà quelques retombées qui sont attendues pour le projet. Entre autres, une équipe de recherche très diversifiée que ce projet-là me permet de consolider, multiculturelle, multidisciplinaire et inclusive. Et c'est facile à dire, mais c'est beaucoup plus difficile à faire et à maintenir. Nouvelles données de recherche et entre autres des recherches de populations vulnérables qui sont des fois difficiles à obtenir et qu'on va pouvoir obtenir en participation avec eux en mode participatif. Et puis,
Finalement, une première liste complète des enjeux éthiques, sociaux et juridiques soulevés par la recherche ARN. Donc, j'ai bien hâte de travailler avec mes collègues sur ce projet. Ben, on a déjà commencé. On va aller à la phase 2 où on va pouvoir engager la communauté de recherche. Peut-être vous allez entendre parler de nous dans les prochaines semaines et mois. Merci beaucoup. Merci, Yann. Donc, comme j'ai mentionné, on va garder les questions plus générales pour la période de questions. Chantal, est-ce que tu veux Je peux en avant? Oui, c'est ça. Parfait. Voilà. Hop, ici. D'abord, merci aux personnes organisatrices de m'avoir invité. Donc, moi, en tant qu'anthropologue médicale, ce qui m'intéresse au départ, je ne suis pas une spécialiste en éthique, mais ce que je fais dans ma carrière, c'est de donner des éléments, des faits ou des observations pour nourrir la réflexion éthique et la réflexion sur la pratique aussi. Donc, le passage, je vais commencer par les représentations sociales parce qu'on choisit le type de thérapie ou l'approche thérapeutique selon les représentations qu'on se fait de la santé. Si, pour moi, je suis malade à cause d'un mauvais sort, ben, je n'irai pas voir un biomédecin. Si je me casse une jambe, ben, je n'irai pas voir un chaman. Ben, ça dépend. Si c'est une fracture ouverte, je n'irai pas. Parce qu'il y a des belles avancées au niveau de l'orthopédie, justement, qui travaillent en collaboration avec des médecins. Donc, c'est par ça que j'ai commencé, le passage de la médecine fondée sur l'ADN à celle de l'ARN. Ça ne représente pas, vous allez voir, juste une avancée biomoléculaire. Donc, ça incarne un changement de paradigme dans la façon dont on va concevoir la médecine, la relation de soins et puis la normativité. Aussi, c'est un retour aussi sur un retour dans le sens, un retour de réflexion ou réflectif, même sur notre compréhension de l'équité, de l'accessibilité et de la diversité de l'inclusion. Il y a eu beaucoup de progrès au niveau de la réflexion ou le sens donné à ces mots-là ces dernières années. Il va falloir continuer à développer à cause des représentations, justement, que la médecine ARN développe. Donc, on va voir à gauche, on était habitué avec une lecture du vivant. Je parle de métaphore, je parle de représentation, d'accord? On parlait qu'on a le grand livre de la vie. Et puis, on va aller plus maintenant vers l'édition, les réécritures du vivant. Dans la génétique ou dans la médecine conventionnelle, on a un organisme à préserver, à protéger. Puis, sur le côté de l'ARN, c'est des systèmes qui vont modifier, programmer pour pouvoir améliorer la santé. La génétique, bien, je continue d'une façon verticale. Là, on s'est basé sur l'histoire familiale, puis c'est des actions qui sont fondées sur des antécédents aussi familiaux et médicaux. Un des outils principaux, c'est le séquençage du génome, puis on travaillait avec des molécules actives, comme dans la médecine traditionnelle, conventionnelle. Donc, au niveau de l'édition, c'est une autre façon de voir les choses, parce que c'est des données ou qu'on va prendre des données contextuelles. Donc, l'environnement, c'est un peu aussi comme les facteurs épigénétiques, dans certains cas pour l'ARN. Je pense que je ne suis pas une spécialiste, là. Je commence à appréhender ce domaine-là. Donc, si je me trompe, vous me le direz pour que j'apprenne. Mais c'est des technologies aussi, il y a beaucoup de bioinformatique dans ça. Puis, on ne prend pas des molécules actives pour soigner, on va donner des instructions biologiques. Fait qu'on est dans un univers de pensée, j'espère que je vous convainc un peu, qui est complètement différent. Je ne dis pas qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre. C'est pas ça, c'est différent, tout simplement. Il va falloir s'habituer. Il y en a, on est encore beaucoup des fois aux pilules générales. Il va falloir vraiment s'habituer à voir la santé et la médecine d'une façon différente. Est-ce qu'on appellera ça encore la médecine? Je ne sais pas. Donc, cette façon de représenter la médecine et les actions thérapeutiques, bien, ça efface un peu les frontières entre la nature et les artefacts.
et le matériel, entre l'idée et l'acquis, parce que acquis ou fabriqué, puis entre la nature et la culture aussi, parce que dans la médecine conventionnelle, puis même dans les représentations sociales de beaucoup de gens aussi qui perdent confiance à la médecine, ben, l'aspect naturel des choses est très, très, très important. Donc, nous, avec notre culture, moi, je dis souvent que la culture, c'est notre griffe et notre poil, dans le sens que c'est ce qui nous permet de vivre puis d'avancer puis de découvrir des choses. Bien, ça fait partie de la médecine génomique comme la médecine ARN. C'est des thérapies et voir ça, quel type de thérapie, parce que c'est assez réactif et puis c'est assez spécifique aussi aux besoins. Puis, comment on peut s'adapter aussi. Moi, ça m'a fait beaucoup rêver quand j'ai lu ça parce que je m'intéresse beaucoup à l'exobiologie. J'ai 1000 questions à poser à un moment donné là-dessus. Parce que le côté adaptatif est très important aussi, d'après ce que j'ai pu voir. Donc, c'est des soins de modification. Est-ce qu'on va appeler ça encore des soins? C'est ça, je pense qu'on a beaucoup de définitions à trouver pour ajuster. Puis c'est pour moi, j'ai fait de la sémiologie, donc le sens des mots est vraiment important pour bien se comprendre. Pour pas que les gens partent sur des analyses qui ne sont pas en lien avec, j'espère que je ne ferai pas ça. Mais bon. Au niveau aussi des ruptures au niveau médical, ben, la médecine génétique, c'est une médecine surtout diagnostique. Bon, il y a des interventions maintenant, mais c'est pas à la même échelle là, que la médecine interventionnelle qui est l'ADN. Oh mon Dieu! Donc, je vais aller, ben, il y a beaucoup de choses que Yann a dit à la fin, donc ça va me permettre de continuer. Mais ce que je veux qu'on comprenne, c'est qu'on ne parle pas du tout de la même chose. On ne parle pas du tout des mêmes pratiques. On ne parle pas du tout des façons de concevoir le soin. Est-ce que ça me fait penser qu'avec la création assistée, c'est les biologistes au début qui faisaient le soin, qui implantaient l'embryon dans l'utérus. Donc, est-ce qu'il va y avoir un partage comme ça au niveau des professionnels de santé ou des ingénieurs? Donc, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'on va faire avec ça. On va reconfigurer l'acte et la façon de pratiquer. Pensez à conclure. Donc, c'est pas nécessairement de ce que je comprends, de ce que vous faites, c'est fascinant, c'est que c'est pas un traitement d'une pathologie comme telle, c'est plutôt un design du vivant pour améliorer, adapter et tout, soigner la personne aussi. Un éloignement, par contre, de l'expérience du soin, parce qu'il n'y aura plus la même relation patient-médecin. Pas tout le temps, en tout cas, moins souvent. Donc, ce qui m'inquiète aussi, c'est comment on va expliquer aux gens pour avoir un consentement. Ça va être très, très, très important. OK, c'est qu'on passe d'une médecine du retour à la normale, comme on a, que ce soit conventionnelle ou génétique, à l'émergence d'une nouvelle normalité. Parce que, là, je vais arrêter les diapos. De toute façon, je connais ce que je vais dire. La modification, est-ce qu'on va passer la tentation de la modification pour s'upgrader? Est-ce que la philosophie techno-optimiste comme Musk et tous ces gens-là, la façon qu'ils voient, c'est que la technologie va tout résoudre nos problèmes? Absolument. Donc, comment on va dealer avec tout ça, avec nos représentations traditionnelles, puis aussi avec les gens avec qui on va collaborer. C'est important d'inclure des chercheurs d'autres cultures, c'est important d'inclure des patients d'autres cultures, pas juste, mais pour co-construire la recherche ou pour construire des stratégies de soins. Je vous remercie beaucoup. Merci. Ah, ben, je vais l'avancer à la prochaine slide. Merci beaucoup de nous amener à réfléchir. Voilà. Et Laurence, Bonjour tout le monde, merci pour l'invitation. Donc de mon côté, je n'ai pas de slides, je voulais juste introduire certains points pour la discussion. J'espère qu'il y aura beaucoup de questions et qu'on pourra continuer à élaborer sur ces points.
Je voulais apporter l'approche plus clinique parce que je suis conseillère en génétique, puis l'approche aussi d'éducation parce que maintenant je m'occupe du programme de conseil génétique à McGill, puis j'enseigne aux futurs conseillers en génétique. Donc, pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce concept ou cette profession, donc les conseillers en génétique sont des professionnels de la santé qui euh, voient des patients qui sont soit à risque d'avoir une maladie génétique ou qui ont un diagnostic de maladie génétique. Puis leur but, c'est vraiment d'expliquer au patient sa condition, de faire en sorte que des concepts complexes soient expliqués simplement et qu'à la fin d'une session avec un conseiller en génétique, le patient puisse rentrer chez lui et avec ses propres termes, ses propres mots, expliquer qu'est-ce qu'il a. Et que ça soit vraiment dans un langage qui lui est propre et non pas: «Je suis allé voir un professionnel, j'ai absolument rien compris». Donc, tous ces concepts d'ADN, chromosomes, ARN vont être expliqués, mais on va vraiment s'adapter, au patient et à ses connaissances. On sait qu'on arrive tous avec des niveaux de littératie différents en santé. Donc on on vulgarise de l'information aux patients, on s'intéresse aux implications personnelles et familiales de l'information génétique. Donc, on va vraiment pas juste se concentrer sur le côté scientifique, mais sur le côté communication sociale, comment parler de ces nouvelles à sa famille. Quand on parle d'une maladie génétique, ça nous implique nous, mais ça implique aussi la famille, donc tous ces enjeux. Donc ça, c'est juste un peu l'introduction sur qui on est et qu'est-ce qu'on fait. Par rapport à mon expérience en génétique adulte, donc ça fait à peu près 10 ans que je travaille au Centre universitaire de santé McGill et je vois des adultes qui sont référés. Le domaine a beaucoup changé, même si 10 ans, c'est pas tant que ça, mais quand je compare ma pratique il y a 10 ans à maintenant, je vois que les patients arrivent avec beaucoup d'autres questions, surtout en ce qui concerne les nouvelles thérapies, les essais cliniques. Une de mes pratiques est en génétique oculaire, donc dans tout ce qui est dystrophie de la rétine, il y a beaucoup plus d'essais cliniques qu'avant. Donc on n'est plus juste dans l'explication de qu'est-ce que c'est la maladie, mais aussi quelles sont les futures thérapies. Hem, Essayer de comprendre leur intérêt et leurs attentes est vraiment important. Beaucoup pensent que le test génétique va amener directement un traitement. Hem, Sont assez confus entre qu'est-ce qui est essai clinique, qu'est-ce qui est thérapie, qu'est-ce qui est traitement médicament. Donc l'usage des mots est très important aussi. Hem, donc j'espère un peu apporter cet éclairage dans notre discussion aujourd'hui parce que je pense qu'il faut, hem, bien entendu, donner de l'espoir aux patients parce qu'on veut, trouver des thérapies, trouver des façons pour leurs symptômes, mais aussi comprendre qu'il y a des attentes très grandes. Donc dans le langage qu'on utilise, dans les médias, quand on parle de nouvelles thérapies, comprendre vraiment qui va bénéficier de ces thérapies. On dit qu'il y a un traitement pour telle chose, parce que ces patients-là, on les voit et même si c'est dans un contexte de maladie rare, on parle de moins d'une personne sur 2000. Hem, Comme définition d'une maladie rare, quand on les met ensemble, ça fait quand même beaucoup de maladies, donc c'est à peu près 8% de la population, à peu près 700 000 Québécois, donc hem, est-ce que les thérapies ARN vont permettre, avec leur versatilité, flexibilité, d'offrir ce type de thérapie à tous et pas seulement à ceux qui ont une mutation, fondatrice, par exemple? Donc ça, c'est vraiment l'espoir de ces nouvelles technologies, mais hem, en développant ces technologies, en développant le discours sur ces technologies, de comprendre les patients qui sont là, puis leurs attentes et hem, l'impact que ça peut avoir pour eux. Donc mon dernier point est vraiment plus sur, l'accessibilité et l'équité. Donc je vais me référer ici heu, au plan d'action québécois pour les maladies rares. Donc déjà pour les patients actuels, sans parler de thérapie, sans parler d'innovation, mais qui ont juste besoin d'un diagnostic. On parle d'errance médicale de parfois 2, 3, 5, 10 ans pour avoir un diagnostic. Beaucoup d'entre eux n'ont pas de diagnostic. Hem, donc considérer en fait, j'imagine que les thérapies ARN vont toucher beaucoup de populations, mais si on parle de ceux qui viennent d'un contexte de maladie rare, hem, considérer qu'ils ont déjà vu beaucoup de spécialistes, que ça a été,
un peu un parcours du combattant là, pour arriver déjà ici et que les attentes sont fortes. Donc, je vais attendre peut-être les questions là, pour élaborer sur certains points. C'était juste ce que j'avais à partager pour les quelques minutes. Merci. On la place ici. Merci. Donc, merci beaucoup d'avoir mis la table comme ça. Comme vous voyez, on essaye we're switching things up un petit peu en vous faisant violence et on est désolé que ça soit si court, mais je pense que ça permet après ça de lancer la discussion de façon plus générale. Donc, j'ai des questions pour les 3 d'entre vous. Ensuite de ça, une question pour chaque et une autre question pour les 3. Et ensuite, on ouvre à l'auditoire. Donc, gardez vos questions. On va y arriver. Donc, pour lancer la discussion, j'aimerais d'abord vous inviter à... Oh, je fais des dégâts. Ça, c'est pour qu'on nous entende bien en ligne. Ah, voilà. Ouais, ça doit être très agréable en ligne, je suis vraiment désolée. C'est quand on entend. Quels sont, selon vous, les principaux pièges à éviter lorsqu'on veut innover tout en s'assurant que notre recherche respecte les responsabilités en matière d'éthique et d'équité, de diversité, d'inclusion? On a eu déjà des pistes, mais donc particulièrement en ce qui concerne le développement des thérapies d'ARN. Et on vous demanderait peut-être d'identifier un piège en particulier et pourquoi. Et je vous laisse sauter dans la règle. Je peux commencer. Donc, je pense que juste pour continuer là sur ce que je disais, c'est vraiment la médiatisation en fait de la recherche et comment elle est véhiculée pour les patients qui sont ceux qui vont donc lire dans les médias au niveau de ces thérapies. Donc, comme j'avais dit, équilibrer cet espoir parce que tous ces travaux sont extrêmement importants, mais avec les retombées actuelles, parce qu'en fait, un faux espoir va peut-être créer plus de tort que pas avoir de recherche, en fait. Puis, juste pour ancrer ça en clinique, je vois des patients qui font le choix ou non de faire le test prédictif pour la maladie d'Huntington, donc ils sont en bonne santé, mais ils veulent savoir si plus tard ils vont développer cette condition. Donc ça passe par beaucoup de counseling, puis vraiment voir les pour et contre pour le patient. Et maintenant, avec les potentiels essais cliniques qui vont peut-être cibler justement les patients présymptomatiques, ça se développe déjà avec d'autres conditions neurodégénératives, ça peut être une des motivations les plus grandes. Puis on voit que certains essais cliniques, notamment pour la maladie d'Huntington, ont été arrêtés. Donc, je pense, c'est ça, équilibrer espoir et pas aller dans les faux espoirs. Donc, on est très excités par nos recherches, mais des fois, c'est surpromettre potentiellement. Et c'est quelque chose, ça fait partie de ce qu'on fait en tant que chercheur aussi, de mettre des subventions de l'avant et de promettre des grandes choses avec raison. Chantal, peut-être? Un des grands pièges que je vois pour avoir connu les débuts de la génétique, ce qui me tapait sur les nerfs, c'était d'entendre toutes les métaphores où on voyait dans l'imaginaire des savants fous sur les montagnes avec des éclairs. Changer le monde, pervertir l'espèce. Puis moi, j'aime beaucoup la science-fiction, j'aime beaucoup la technologie, mais là, personne ne parlait des patients. C'était toujours très négatif au début. Avec ce que vous faites avec l'ARN, c'est encore plus. En tout cas, ça a un potentiel de puissance, si je ne me trompe pas, encore plus grand. Donc, je pense qu'un des pièges, ce serait de ne pas communiquer. J'ai vu avec la COVID, en Espagne, on fait des petits clips de quelques minutes, puis j'allais rechercher cette semaine pour expliquer aux gens des dessins animés. Qu'est-ce que c'était, telle chose. J'avais tout l'ensemble des petits clips sur un thème. Ça a bien marché. Nous ici, si vous alliez sur le site du ministère, c'était simple interligne, un gros paquet. Donc, ce serait trouver les moyens dans tous vos facteurs de communication, là, dans les groupes de communication, de vraiment vulgariser pour pas que vous ayez qu'on ait trop d'embûches, mais qu'on soit aussi encadré, mais trop d'embûches avec les parents. Tout en étant conscient qu'on peut en avoir un.
Merci. Donc, vulgariser, c'est tellement un beau mot français qu'on n'a pas en anglais. Ah oui? Et on a toujours envie de le dire. Oui. Alors, Moi, je vais revenir très terre à terre après tes belles métaphores. Et je vais dire, ben, c'est ce qui me fait le plus peur, c'est ce qu'on appellerait la procédure éthique et équité. Et ça, ce qu'on veut, l'objectif finalement, équité, diversité, inclusion, c'est faire un changement de culture. C'est que les chercheurs scientifiques, l'écosystème, les patients, que ça devienne naturel chez eux, ces valeurs d'équité, de diversité, inclusion, pour que, ben, s'il y a des changements politiques, on sait qu'on vit dans des temps difficiles, etc. Une fois qu'on a changé la culture, ça persiste. Et pour moi, le meilleur moment, le meilleur moyen de faire ça, c'est quand les chercheurs en viennent à réaliser les avantages puis les bénéfices que ces pratiques-là peuvent avoir pour eux. Il n'y a rien que je trouve plus le fun que quand des chercheurs avec qui j'ai travaillé il y a 5 ans, il y a 10 ans, reviennent me voir, me disent « Hey, tu peux-tu m'aider avec un tel projet? » Et là, des fois, je leur dis « Ben voilà, oui, voilà ce qu'on peut faire. » Puis là, ils me disent « As-tu pensé à ça? » Et je vois qu'ils sont rendus dans leur réflexion. Des fois, là, ils m'apprennent des choses, puis on se relance la balle. Et ça, c'est magnifique. Je pense que c'est là qu'on veut arriver. la recherche durable. Oui. Nous, à Sherbrooke, nos comités d'éthique nous ont, en tout cas moi, pour ma part, ils m'ont beaucoup aidé à savoir comment faire, et pas voir ça comme une procédure, justement. Je pense qu'il y a beaucoup une collaboration des comités d'éthique de la recherche qui devrait y avoir pour faciliter aussi. Établir la confiance, connecter comme on fait aujourd'hui, déjà, c'est un bon départ. Merci beaucoup. Moi, je rajouterais peut-être à la perspective de Laurence, ben, ce qu'on a entendu, donc l'appétit pour les nouvelles connaissances, les gens qui se présentent à vos portes et tous ceux qui, pour des raisons historiques, avec très bonnes raisons, veulent rien savoir aussi. Je pense que ça, c'est un piège très, très important, aller à l'avant de ces populations-là, puis trouver un moyen de s'engager avec elles. Ça va être très important, sinon on va avoir des iniquités qui vont se exploser par rapport à ça. Merci. Donc, là, je vais aller par personne. Donc, Chantal, je vais me tourner vers toi. Donc, dans les nombreux champs de recherche d'intérêt que tu as nommés, on trouve l'éthique ethnomédicale et les représentations de la santé, comme on a vu. Et dans notre rencontre préparatoire, tu avais soulevé les limites que peut poser une analyse des données basée uniquement sur des regroupements plus géographiques. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi c'est un enjeu, puis peut-être nous amener à quel type de données on devrait préconiser plutôt? Dans la littérature, on parle beaucoup de décolonisation des bases de données de la médecine. Autrement dit, puis le concept d'éthique ethnomédicale, ce que je développe, c'est justement pour aller voir comment, dans un autre système de médecine, on réagit. Fait que ce que j'ai découvert aussi en lisant là-dessus, ça me tapait ses nerfs un peu le mot décolonisation, puisque je ne comprenais pas ça. Puis, ce que j'ai trouvé admirable, c'est que je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup d'articles qui parlent des données génétiques, où les bases de données sont souvent classées avec des grandes catégories de races qui n'existent pas, ou justement de lieux géographiques. Puis, je peux être aussi proche que toi, génétiquement, plus encore que Yann. Donc, ça ne fait pas de sens. Puis, comme dans les populations afro-américaines, où on dit qu'ils ont plus d'hypertension, ben, pas nécessairement. Il y a eu des problèmes avec des posologies qui n'ont pas été bonnes, ajustables. Et donc, c'est ça. Je pense que c'est sûr que les généticiens trouvent ça dur quand on parle de ça. Il faut vraiment en parler. Mais si nos codes sources ont des erreurs ou des biais, ça va aller moins bien la recherche. Continuer dans les silos comme ça. Merci. Donc, on parle de descendance ici. Alors, je pense que ce serait peut-être un autre panel des 2R qu'il faut avoir éventuellement, parce qu'on en avait commencé à évoquer ça dans notre symposium. C'est des bonnes questions. Donc, Laurence, tu portes une attention toute particulière aux questions d'accessibilité, comme on a entendu. Qu'est-ce que tu dirais à des chercheurs qui souhaitent intégrer des considérations d'équité et d'accessibilité dans leur projet, mais qui se sentent freinés par la taille restreinte des échantillons ou la disponibilité limitée des données? Comment est-ce qu'on peut, quel levier on peut activer malgré ces contraintes?
Oui, c'est sûr que dans le contexte de maladies rares, on pourrait voir en tension les concepts d'accessibilité et d'équité, mais je pense que même si ça paraît être en tension, ça devrait vraiment être concilié parce que euh, j'aimerais me référer un peu à la slide de Yann du départ. À chaque étape de la recherche, on devrait avoir ces considérations-là parce qu'il ne peut pas y avoir d'accessibilité sans équité. Donc, oui, se demander en fait pourquoi on pose cette question de recherche. Donc, idéalement, avoir une co-construction de cette recherche avec les populations concernées, se demander qui est là, qui n'est pas là et pourquoi ces personnes ne sont pas là. Donc, c'est ce que tu avais évoqué aussi avant. Essayer donc d'avoir un recrutement un peu plus stratégique ou proactif. Donc, peut-être être innovant aussi sur les stratégies de recrutement, que ça soit en ligne ou que ça soit différentes façons pour les zones géographiques un peu plus éloignées, avoir du matériel traduit dans plusieurs langues, essayer de questionner nos critères d'inclusion et d'exclusion parce que parfois on essaye d'homogénéiser une population, mais en fait, sans vraiment le vouloir ou peut-être en le voulant, c'est difficile entre les biais conscient et inconscient, mais on exclut peut-être certaines populations aussi. Donc, un peu tout questionner et essayer d'être le plus inclusif possible. Merci. Yann, en plus de ton rôle de professeur au Centre de génomique, qui est de politique à McGill, tu sièges au comité des 2R sur les partenariats et l'engagement communautaire, donc un comité qui est très fortement axé sur le DI. Est-ce que tu peux nous parler un peu de certaines actions concrètes que des 2R a mis en place et dans le fond, peut-être faire le pont par rapport au levier? Si vous êtes intéressé, mais vous ne savez pas trop où vous tourner, qu'est-ce que des 2R a à offrir? Je vais même répondre quelques petits Oui. trucs par rapport à la question précédente parce que c'est une question que je trouve super intéressante. Une chose qu'on a tendance à oublier, c'est que les essais cliniques sont en train de changer. Quand on parle de maladies orphelines, de patients orphelins, il y a des choses, il faudrait regarder un peu. Aux États-Unis, entre autres, ils ont changé les lois pour leur permettre de faire des essais cliniques de plus petite taille, entre autres en pharmacogénomique. Il y a des questions aussi de N of one qui sont donc un seul patient qui devient l'expérience. Je pense qu'il faut faire ça. Il faut innover, mais il faut innover de façon sécuritaire pour le patient. Donc, c'est ça le défi. Et au Canada, on a tendance à beaucoup attendre. Peut-être falloir essayer d'être un peu plus proactif à ce niveau-là. Maintenant, revenons à qu'est-ce que notre comité a fait. Ben, je pense que c'est un comité qui est fantastique au niveau support pour les gens parce qu'on est là pour accompagner finalement les projets de recherche, pour aider le chercheur justement ce concept d'écosystème que je vous ai montré du début du projet jusqu'à la fin du projet. Notre plan EDI est bâti là-dessus avec des étapes et des choses à regarder autant au niveau du recrutement qu'au niveau des activités de recherche, qu'au niveau de la recherche elle-même. Parce qu'évidemment, on peut parler d'inclusion au sein de l'équipe de recherche et tout ça, mais il y a aussi des questions de faire de la recherche sur l'inclusion et la diversité aussi. Et ça aussi, c'est un côté important des choses. Et c'est tout l'ensemble qui est encouragé et vraiment par toutes sortes de diversité d'activités, de pratiques et de support. Alors, je ne vais pas commencer à énoncer ça parce que je vais dépasser mon temps de beaucoup, mais je vais vous inviter à contacter Marie-Lou, à aller sur le site pour voir ce qu'on peut faire et envoyez-moi un email si jamais vous avez du mal à trouver. Ça me fera plaisir de vous en parler plus longuement. Merci beaucoup. Puis en effet, la recherche sur la recherche, c'est une façon d'amener les meilleures pratiques aussi à se diffuser. Je pense que par mon compte, il nous reste 10 minutes. Et donc, je vais peut-être ouvrir, voir s'il y a des questions dans la salle ici ou en ligne. Je vais me tourner vers Alex. Oui, j'ai une question ici. Question d'éthique. Lorsqu'il y a eu l'implantation de la politique pour l'aide à mourir, il y a eu plusieurs consultations auprès de la population parce qu'il y avait des questions éthiques très, très importantes.
Puis on a toujours tendance à observer le contraire au niveau de la société. Si je prends par exemple Internet, vous avez le dark web. Si vous avez le système monétaire, vous avez la cryptomanie. Si vous avez l'intelligence artificielle, on y voit toutes sortes de dangers associés. Donc, je fais porte-parole non optimiste de l'utilisation de la génomique et de l'ARN, avec le haut taux de complexité scientifique et technique pour expliquer ce que c'est que l'ARN et avec un haut taux de littératie de la population qui comprend de moins en moins bien les niveaux de complexité. Nous, on est tous des scientifiques, on comprend, mais l'autre part de la société ne le comprend pas. Alors, au point de vue éthique, qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir? Quel genre de garde-fou? Comment influencer les politiques gouvernementales pour ne pas arriver avec des dérives? Bonne question. Voilà. Qui va se lancer? Mais je pense que ça tombe tout à fait dans les yeux de... Oui, je pense que oui, consulter la population. De toute façon, ça, c'est une bonne chose, c'est qu'on est de plus en plus tourné vers le mode science participative, patient participant. Donc, il y a des nouveaux défis pour sûr et de plus en plus, et la science avance de plus en plus vite. Mais d'un autre côté, on est de plus en plus près du patient. Et ça, c'est une bonne chose. Donc, beaucoup de consultations. Je pense aussi qu'il faut pas seulement, penser, je m'excuse, à toutes les étapes, pas seulement donc aux patients, mais aussi au gouvernement, parce qu'on a un problème avec les gouvernements qui pensent à court terme et qui, même si, bon, on n'est quand même pas comme notre voisin du Sud, mais il reste que des fois, on a tendance à mélanger les concepts, à voir ça venir rapidement. Donc, je pense qu'il faut être bon aussi à parler différents langages avec différents intervenants. Et il va falloir aussi apprendre à parler un langage politique dans tout ça. Et évidemment, toutes sortes de nouvelles politiques pour encadrer la recherche aussi avant qu'on arrive à l'endroit des soins. Donc, ça, c'est quelques idées. Mais je suis d'accord avec vous qu'on avance vers l'inconnu. Il ne faut pas se leurrer. C'est pour ça que l'éthique doit être importante et on ne doit pas oublier de lui donner cette place-là pour qu'on puisse faire nos recherches. C'est hyper important en ce jour présentement. En anthropologie, on dit que ça prend 500 ans de changer une mentalité. Ça fait que votre domaine va beaucoup plus vite. C'est comme la descendance aussi. L'émancipation des femmes, ça fait pas 500 ans encore. Il y a du travail à faire, mais il faut faire bouger ces mentalités-là pour vraiment s'impliquer dans. OK. Puis il y aura beaucoup de travail aussi en vulgarisation scientifique, donc ça va être très important parce que je pense qu'aujourd'hui, la population, je comparais ma pratique en 10 ans, quand on parle de maladies génétiques, ADN et tout ça, c'est beaucoup plus dans l'esprit des gens maintenant. Et je pense qu'avec les vaccins contre la COVID, ça, c'est aussi un concept, là, les thérapies ARN qui sont aussi présentes. Donc, essayer de comprendre qu'est-ce que les gens comprennent là-dessus, qu'est-ce qui est information et qu'est-ce qui est mésinformation. Donc, on a du travail à faire là-dessus aussi pour la vulgarisation, mais avec différents médias pour aller toucher la population générale. C'est certain que l'ARN a à la fois COVID a à la fois aidé le déploiement et il y a plus de personnes qui ont pris ces technologies qu'il y aurait peut-être si ça n'avait pas été d'une pandémie, mais ça a aussi eu peut-être un halo pour certaines personnes, les vaccins et la façon dont ça a été fait aussi posé problème. Donc, ça va être une situation très complexe à naviguer et à rétablir dans toutes décliner dans toutes les sous-couches que vous nous présentez. J'ai vu une question là. C'est en complément de ce que vous avez dit sur l'éthique, sur l'éducation. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les intervenants, que ce soit sociaux, que ce soit au niveau médical, au niveau infirmier, sont assez bien outillés pour bien évaluer le niveau de compréhension de leurs patients? Parce que quand on parlait de la maladie d'Huntington, vivre avec l'information que tu vas être malade plus tard, ça a un impact sur sa vie. Si on pense qu'aujourd'hui, on n'est pas bien formé pour ça, avec des pistes de solutions, des choses qu'on devrait mettre en place pour bien former nos futurs. On sait que Laurence est bien formée, le programme à McGill va bien, mais on voit Chantal disait non. Je vais être biaisée dans ma réponse. C'est sûr que je pense qu'il y a un rôle pour les conseillers en génétique dans toutes les sphères, que ça soit en clinique, en recherche, en politique de santé, en vulgarisation scientifique. Donc,
Ma réponse courte, c'est oui, il y a des personnes bien formées pour ça. C'est des Combien conseillères. vous êtes au Canada, peux-tu dire? Malheureusement, on en forme trop peu. Donc, à McGill, il y a 5 étudiants qui graduent par année. L'Université de Montréal, 5 aussi. Et on a juste quelques programmes au Canada. Donc, c'est sûr que c'est trop peu pour les besoins. De plus en plus, on forme d'autres professionnels de la santé aussi pour ça. Mais l'information devient aussi de plus en plus complexe. Donc, les formulaires de consentement ont tellement de nuances, tellement de choses. Nous, on a 1 heure avec nos patients. C'est déjà peu pour discuter toute l'information, de voir comment ils réagissent à ça et ensuite de discuter, par exemple, d'un formulaire de consentement ou s'assurer de la compréhension. Mais on a une formation pour ça. Donc, pour moi, c'est un enjeu majeur. Je n'ai pas de réponse pour le moment. Former plus de personnes serait potentiellement une piste, mais je ne pense pas qu'on puisse passer avec notre modèle d'éducation en ce moment pour les conseillers en génétique de 5 à 500 par année. Mais ce serait peut-être 100, disons, mais ce serait peut-être les besoins si on intégrait vraiment le conseil génétique dans toutes ces étapes. Des formations courtes, peut-être aussi de la place pour Peut-être pour des 2R dans ça Mhm. aussi, pour juste un peu upskiller puis Des amener balados, des jeux. ouais, pour la Ça va population. intéresser les cliniciens aussi parce que, bon, on sait que nous, entre autres, des 2R, on parle aussi en oncologie. On voudrait trouver des solutions en oncologie pour les gens qui ont des maladies qui sont liées à l'immunodépression, tout ça. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour intéresser les médecins pour que quand les essais cliniques vont commencer à déboucher, que ces essais cliniques-là soient offerts aux patients? Ça va être un vrai challenge et il faut s'y préparer parce qu'on le voit déjà en génétique, en pharmacogénomique, où des fois, il y a des essais cliniques, mais on n'en parle pas dans les hôpitaux, ce n'est pas discuté puis ce n'est pas offert aux patients. Donc, il va falloir vraiment avoir une stratégie de comment on va démocratiser ça à travers les hôpitaux quand on va commencer à avoir des essais cliniques et des résultats intéressants. Merci beaucoup. Donc, ce que je retiens de nos échanges, c'est que l'innovation ne peut et ne doit se faire sans responsabilité. On a ici des pistes d'information. Donc, l'éthique, l'équité ne sont pas des cases à cocher. Pas juste des cases à cocher, certainement pas juste en fin de projet, mais aussi des boussoles qui nous guident dès la première étape du projet, puis qui peuvent nous amener aussi sur d'autres pistes, puis développer des projets de recherche qui vont chercher des populations, puis vont rejoindre des populations. Donc, vous nous avez aussi montré chacune à votre façon que la recherche inclusive et éthique, ça ne ralentit pas le progrès, mais ça l'accélère aussi. Puis on le voit ici à D2R. Puis vous nous avez fourni des solutions concrètes, des pistes de meilleures pratiques. Merci beaucoup pour ça. Puis merci à vous, aux membres du public, pour votre attention et puis pour votre engagement avec les questions. Je pense qu'on met les assises de quelque chose de nouveau puis d'ambitieux à D2R. Et puis on est vraiment ravis d'être ici et d'avoir cette conjugaison entre les approches. Donc, merci beaucoup tout le monde et puis bonne chance dans vos pratiques et vos projets. À tous.